soyez raisonnable. C'était notre idée avec ces termes-là. C'était de nous arrêter un peu sur la formule. Voilà, soyez raisonnable, de la prendre un peu comme un emblème de situations que l'on trouve dans des contextes assez variés. D'abord, quand le financeur entend justifier ses restrictions de budget, quand la famille entend justifier un placement en EHPAD, par exemple, ou des soignants, quand un médecin entend justifier l'arrêt d'un traitement qu'il considère comme relevant de l'obstination déraisonnable. Donc, soyez raisonnable. Il me semble que ces deux mots, pardon, euh, comportent au moins trois messages. Le premier étant un jugement de valeur, hein, vous n'êtes pas raisonnable. Le deuxième est je suis raisonnable et donc je suis fondé à vous dire que vous ne l'êtes pas. Donc on est plutôt dans l'ordre de la justification, hein, de l'argument d'autorité. Et puis un ordre, hein, vous devez être raisonnable. Et celui qui s'entend dire soit raisonnable peut légitimement se demander au nom de quoi, au nom de quelle idée, de ce qui est acceptable, de ce qui est raisonnable, on lui dit qu'il n'est pas raisonnable. Et pourtant, il y a sans doute des circonstances dans lesquelles l'invitation à être raisonnable rassure et protège. Sois raisonnable, ce peut être aussi une parole qui autorise, qui rend possible chez celui qui la reçoit un lâcher-prise, un relâchement, accepte la réalité. Elle n'est peut-être pas si terrible. Autrement dit, le soi raisonnable peut consister aussi en un appel à la responsabilité, peut-être, où on entend la responsabilité comme la capacité à composer, à inventer avec ce que l'on a. Donc c'est cette ambiguïté qui sera vraiment, je pense, au cœur de cette table ronde. Et la question sera de trouver, la question éthique, hein, sera de trouver la frontière fine entre le paternalisme du soi raisonnable et l'appel peut-être légitime à la responsabilité. Et pour conclure et laisser la parole à nos intervenants, je dirais que la question se pose avec une particulière acuité dans le champ des maladies neuroévolutives, puisque le processus neurodégénératif qui les caractérise apparemment est irrationnel, ou alors fonctionne selon une rationalité que nous n'avons encore pas pu mettre en évidence. Et je voudrais citer cette phrase de Frédéric Badré hein, dans le hors-série que vous avez à disposition. La maladie fonctionne selon sa propre loi. Personne n'a encore vu la main invisible qui la gouverne. La SLA, la sclérose latérale amyotrophique, est un défi envoyé à la raison occidentale. C'est intéressant parce que tout à l'heure, Didier Ouedraogo a dit exactement la même chose, dans des termes vraiment quasi proches. La SLA est un défi envoyé à la raison occidentale. Donc, comment être raisonnable quand on est pris dans l'irrationalité d'un phénomène dont on ne cerne pas bien les contours, ni temporels, ni spatiaux, ni définitionnels. Voilà. Donc, je vais laisser la parole pour commencer à Fabrice Exil, à ma gauche. Fabrice, c'est à toi. J'ai souhaité réfléchir dans cette table ronde à un phénomène qui n'est pas rare dans le contexte des maladies neuroévolutives, au fait qu'il arrive que les personnes malades, mais aussi parfois les proches qui leur apportent du soutien, soient réticents vis-à-vis des propositions d'aide et de soins qui leur sont faites, ne recourent pas aux solutions qui ont pourtant été conçues pour eux, voire s'opposent purement et simplement aux aides et à la réalisation des soins. Confrontés à telle situation, les professionnels se demandent que faire. Faut-il respecter, tolérer ce refus au risque de faire preuve de négligence? Faut-il essayer de le contourner, par exemple en recourant à la ruse? À quelles conditions peut-il être légitime de recourir à la contrainte? L'intitulé de cette table ronde est intéressant car elle suggère qu'avant de répondre à la question « que faire ?», nous devrions peut-être commencer par analyser et questionner notre réaction première, notre réaction spontanée vis-à-vis de ces réticences et de ces refus. Et de fait, cette réaction première consiste bien souvent à dire aux personnes qui refusent d'accepter les aides et les soins « soyez raisonnables », autrement dit à les appeler à un sursaut de rationalité. S'il en est ainsi, c'est, m'en semble-t-il, parce que notre perception spontanée de ces refus, c'est une surprise, un étonnement, mieux une incompréhension, le sentiment d'être face à un phénomène inexplicable, voire inconcevable.
Comment peut-il se faire que ce vieil homme qui depuis plusieurs mois maintenant doit s'occuper de son épouse jour et nuit, qui est manifestement épuisé et qui le dit lui-même, refuse la proposition qui lui est faite d'emmener sa femme en accueil de jour une journée par semaine? Comment est-il possible que cette personne qui rencontre des difficultés considérables pour se préparer à manger et dont le frigo est souvent vide, refuse de valider la solution pourtant simple et peu coûteuse à son besoin, l'organisation d'un portage de repas? Ces questions m'ont rappelé un passage célèbre des Lettres persanes que je voudrais vous lire. Dans ce roman épistolaire paru en 1721, Montesquieu met en scène deux Persans, Ouzbek et Rika, qui ont entrepris un voyage d'études en Europe. Dans leur correspondance, les deux hommes racontent à leurs amis restés en Perse ce qu'ils observent. Ce procédé de décentrement est l'occasion pour Montesquieu de porter un regard neuf sur le vieux monde et de se livrer à une satire de certains travers des sociétés européennes. Après la découverte de Paris, dans la lettre 24, Rika raconte dans la lettre 30 sa rencontre avec les Parisiens et leur réaction vis-à-vis de ces habits orientaux. Je cite. « Les habitants de Paris sont d'une curiosité qui va jusqu'à l'extravagance. Lorsque j'arrivais, je fus regardé comme si j'avais été envoyé du ciel. Vieillards, hommes, femmes, enfants, tous voulaient me voir. Si je sortais, tout le monde se mettait aux fenêtres. Si j'étais aux Tuileries, je voyais aussitôt un cercle se former autour de moi. Si j'étais au spectacle, je voyais aussitôt 100 lorgnettes dressées contre ma figure. Je souriais quelquefois d'entendre des gens qui n'étaient presque jamais sortis de leur chambre, qui disaient entre eux « Il faut avouer qu'il a l'air bien perçant ». Tant d'honneur ne laisse pas d'être à la charge. Je ne me croyais pas un homme si curieux et si rare, et je ne me serais jamais imaginé que je dusse troubler le repos d'une grande ville où je n'étais point connu. Cela me fit résoudre à quitter l'habit persan et à en endosser un à l'européenne. Libre de tous les ornements étrangers, j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Je demeurais quelquefois 1 heure dans une compagnie sans qu'on m'eût regardé et qu'on m'eût mis en occasion d'ouvrir la bouche. Mais si quelqu'un par hasard apprenait à la compagnie que j'étais persan, j'entendais aussitôt autour de moi un bourdonnement. Monsieur est persan, c'est une chose bien extraordinaire. Comment peut-on être persan ? Il me semble que nous pourrions tirer 3 enseignements de ce texte pour le problème qui nous occupe. Un premier niveau de lecture, cet extrait constitue une satire aussi drôle que virulente des Parisiens, de leur ignorance, de leur arrogance, de leur intolérance et pour tout dire, de leur bêtise. Les Parisiens, parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur chambre, n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse parler une autre langue que la leur, s'habiller autrement qu'ils ne le font, habiter un autre pays que la France, ni même une autre ville que Paris. Comment peut-on être persan, c'est-à-dire comment peut-on ne pas être parisien ? Cette observation de Montesquieu sur le parisianocentrisme ne manque pas de pertinence, et quand on observe la situation aujourd'hui, on peut se demander si elle ne s'est pas encore aggravée depuis le XVIIIe siècle. Mais n'oublions pas que Montesquieu est philosophe et qu'en pointant la bêtise et l'ignorance des Parisiens, il nous alerte en même temps sur une bêtise et une intolérance plus universelle, sur une bêtise et une intolérance qui nous menacent tous. Il nous met en garde contre notre propre tendance spontanée à juger irrationnel et dépourvu de sens ce que nous ne comprenons pas. Il nous met en garde contre notre inclinaison naturelle à juger absurde ou déraisonnable tout ce qui échappe à notre logique. Et de fait, quand nous sommes face à un refus d'aide ou de soins, notre première réaction est bien souvent l'étonnement et l'incompréhension. Comment peut-on refuser ces aides et ces soins ? Comment peut-on ne pas accepter des soins et des aides qui d'évidence paraissent indispensables et ne pas voir que cela risque d'accélérer la perte d'autonomie, le risque d'une hospitalisation en urgence ou une entrée prématurée en établissement ? La réponse à ces questions est souvent toute trouvée. Si les personnes malades refusent les aides et les soins qu'on leur propose, c'est parce qu'elles ont des troubles du jugement, parce qu'elles sont anosognosiques, parce qu'elles n'ont pas conscience de leurs difficultés. Et si les aidants sont réticents, c'est parce qu'ils sont dans le déni de leurs proches, des troubles de leurs proches. Bref, de même que les Parisiens de Montesquieu n'arrivent pas à concevoir qu'on puisse être persan, nous avons spontanément tendance à présumer que les personnes qui refusent les aides et les soins sont au choix irrationnelles ou incompétentes. Mais Montesquieu ne se contente pas dans ce texte de ridiculiser l'intolérance, il fait aussi une description très précise de ce que c'est positivement que la tolérance. Ce sera mon deuxième point.
Dans l'extrait, le comportement des Parisiens est problématique à deux égards. D'une part, au début du texte, parce qu'ils se jettent littéralement sur Rika pour le voir, mais uniquement parce qu'il porte des habits orientaux. Dans la seconde partie de l'extrait, parce qu'une fois que Rika a endossé un habit européen, les Parisiens ne prennent plus la peine ni de le regarder, ni même de lui adresser la parole. Dans les deux cas, il manque aux règles élémentaires de la politesse, du savoir-vivre, de l'hospitalité, et dans les deux cas, il le néantise. Libre de tous les ornements étrangers, j'entrais tout à coup dans un néant affreux. Bref, si dans la première partie de l'extrait, la curiosité des Parisiens est déplacée, dans la deuxième partie de l'extrait, c'est l'absence totale de curiosité et d'intérêt des Parisiens pour une culture étrangère différente de la leur qui saute aux yeux. Il y a un effet de miroir entre le manque de civilité des Parisiens et leur désintérêt pour les autres civilisations. Ce faisant, Montesquieu décrit en creux ce que serait une attitude plus tolérante. La tolérance, semble-t-il nous dire, la tolérance est tout autre chose que l'indifférence. C'est un intérêt véritable pour la différence et l'altérité. C'est une curiosité vis-à-vis de celui qui est autre que moi, mais c'est une curiosité qui n'en reste pas aux apparences, qui n'en reste pas à un attrait superficiel pour la nouveauté ou le folklore. C'est un rapport très singulier à l'altérité de l'autre, fait de respect, de sollicitude, mais aussi de tact, de délicatesse, qui consiste en définitive à apprendre à regarder autrui, même quand il est très différent de nous, comme un autre soi-même. Lorsqu'une personne refuse une proposition d'aide qu'on lui fait, ce n'est donc pas faire preuve de tact et de respect et de tolérance que de s'en tenir purement et simplement à ce qu'elle exprime au premier chef, pour l'abandonner ensuite à sa situation. Que nous signifie-t-elle par son refus? Qu'est-ce qui l'a conduit à ne pas accepter d'emblée notre proposition? Lorsqu'une personne qui a des troubles cognitifs se raidit, se braque, voire devient opposante quand on essaie de lui faire sa toilette, cette attitude est-elle vraiment incompréhensible? Comment vivriez-vous le fait d'avoir besoin d'aide d'autrui pour réaliser un acte aussi élémentaire de votre vie? Croyez-vous qu'il soit facile de faire confiance à des étrangers pour réaliser des actes aussi intimes? Si vous aviez des difficultés pour vous repérer dans le temps, comprendriez-vous qu'on vienne vous laver alors que vous êtes certain que vous vous trouvez au beau milieu de la journée? La configuration du bloc sanitaire dans certains établissements d'hébergement est parfois tellement fonctionnelle que celui-ci ne ressemble plus du tout à une salle de bain. Si vous aviez des troubles cognitifs, comprendriez-vous qu'on vous demande de vous déshabiller au beau milieu d'une pièce que vous n'identifiez pas comme une salle de bain? Mon dernier point consistera à montrer que l'analyse de Montesquieu va encore un pas plus loin. À la toute fin de l'extrait, il suggère que la véritable tolérance n'est pas simplement un rapport singulier à autrui, mais qu'elle est aussi un rapport très particulier à soi-même, qu'elle n'est pas seulement une ouverture d'esprit vis-à-vis de l'altérité d'autrui, mais qu'elle est aussi et peut-être d'abord une distanciation, un décentrement vis-à-vis de soi-même, et que le véritable esprit de tolérance consiste non seulement à regarder autrui comme un autre soi-même, mais aussi, pour paraphraser Ricoeur, à apprendre à se regarder soi-même comme un autre. C'est cela le véritable sens de la formule « Comment peut-on être persan ?» Si d'autres peuvent être persans, c'est que j'aurais pu ne pas être français ou parisien, c'est qu'il existe une autre rationalité, un autre mode d'être que le mien. En ce sens, être intolérant, ce n'est pas un principe ou un devoir moral, c'est d'abord le fruit d'une expérience, de la rencontre de l'altérité, qui me fait prendre conscience de la relativité de mes croyances, qui m'oblige à me décentrer de moi-même, à ne plus me considérer comme le centre, la norme ou la référence du monde, à envisager qu'il existe d'autres normes de vie que la mienne et que ces normes de vie n'ont pas moins de valeur et de pertinence que les miennes. Ça m'oblige à un exercice d'humilité. Dans une recherche qui avait été financée par la Fondation Médéric Alzheimer, Geneviève Coudin et Marie-Christine Gélinargeau avaient montré que plusieurs éléments sont à l'origine des réticences des aidants à recourir aux services gérontologiques, mais qu'il en est un qui joue un rôle central. C'est le fait que la capacité des services, non pas seulement à se substituer aux proches pour l'aide instrumentale et fonctionnelle, mais leur capacité à aider les aidants à maintenir l'identité de leurs proches. Catherine Guchet et Philippe Varin ont récemment repris et développé cette idée. Ils nous disent que le non-recours apparaît essentiellement comme un comportement volontaire de type protecteur. Le refus est significatif d'une volonté de préserver son identité de parent,
de conjoint ou de proche sur laquelle la personne construit sa résilience aux troubles cognitifs ou à la maladie. Il ne s'agit pas de nier les troubles et de leurs conséquences, mais de vivre avec, au mieux, le plus longtemps possible. L'an dernier, à Nantes, Mina Blanchard a parfaitement illustré cette idée et je voudrais, pour conclure, la citer. « J'ai besoin d'aide. J'arrive à l'avouer maintenant. Je sais que je n'y arriverai pas toute seule. Mais ce que je ne veux pas, c'est que l'on disqualifie Philippe sous prétexte de m'aider à me déculpabiliser. Dans la manière dont on me parle de lui et de sa maladie, quand on me dit qu'il est atteint de démence et qu'il faut que je m'y fasse. Si je dis qu'on est encore heureux, on pense que je ne veux pas voir la réalité des choses. Ce bonheur ne signifie pas que tout est simple, loin de là, mais nous voulons mettre dans chaque jour plus de vie que d'amertume. Nous nous battons, souvent seuls, pour continuer à tenir debout et que notre vie ressemble à quelque chose. Alors oui, j'ai besoin d'aide, mais d'une aide qui aille dans le sens de continuer à voir Philippe comme une personne digne et non l'inverse. Merci. Merci beaucoup Fabrice pour cette première intervention avec cette illustration par les lettres persanes qui permettait vraiment de voir que finalement deux visions peuvent se confronter qui pensent incarner chacune le raisonnable. La question qui reste à savoir, c'est comment on évolue vers un consensus, si jamais on peut évoluer vers un consensus, ou si le dissensus est le seul horizon possible, finalement. Mais bon, je te laisse peut-être réfléchir à la réponse. Et je vais donner la parole tout de suite à Sébastien Kubler, qui va peut-être réagir aux propos de Fabrice. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, bonjour à tout le monde. Alors, il y a deux mots qui m'ont marqué aujourd'hui. Ça a été, j'ai entendu tout à l'heure, c'était sur le corps et l'acceptation. Alors, égoïstement, j'ai parlé un petit peu de moi, de ma petite histoire, puisque je suis patient expert, donc je suis expert de ce que j'ai vécu moi, on va dire, parce que c'est un mot expert qui était compliqué pour moi au début, mais que j'ai su comprendre. Il y a 16 ans, il y a bientôt 17 ans, j'étais un rugbyman de Toulouse, et j'ai eu une difficulté, c'est qu'un matin, je me suis levé, en fait, en étant paralysé de la tête aux pieds. En fait, je me suis retrouvé, heureusement pour moi, il n'y avait que ma langue qui marchait, donc, ou malheureusement pour les autres, mais je me suis retrouvé paralysé de la tête aux pieds. Drôle de sensation pour moi, puisqu'en fait, sur le moment, il faut savoir que le cerveau reptilien d'un rugbyman, le seul qu'il utilise, en fait, se dit qu'une chose, en fait, la seule chose qui se dit, c'est, eh bien, c'est pas grave, la seule chose qui m'intéresse, c'est de rejouer rapidement au rugby. Et c'est quelque chose qui a été marquant pour moi, et c'est que je n'ai jamais compris, en fait, ce qui m'arrivait vraiment. J'ai passé quelques jours à l'hôpital, j'ai été suivi, j'ai jamais vraiment réalisé. Et mon corps était avec moi, mon corps dans mon esprit était de surtout rapidement recourir et rejouer au rugby. Chose qui ne s'est pas faite, bien sûr, et j'ai mis longtemps à comprendre. Et au bout de 3 ans, j'ai eu un déclic, c'est-à-dire j'ai fait une dépression, je devais me marier, je me suis séparé, je suis parti, je me suis complètement isolé. C'est quelque chose qui, chez les patients, au début, moi, ça a mis 3 ans. Mais je me suis complètement isolé, je me suis séparé, et en fait, j'ai eu un professeur qui, j'ai vu ce matin, il était là, je ne sais pas s'il est encore là, mais qui m'a reçu et qui s'est dit, vu que c'est un rugbyman, je vais lui parler que pour son cerveau reptilien, donc on va lui parler concrètement. Et il a su trouver les mots qui, à ce moment-là, ont fait un déclic pour moi. Alors, on a parlé tout à l'heure de corps et d'acceptation. Acceptation qui est un terme que j'ai notifié dans des réunions envers des patients qui au début l'ont rejeté, n'ont pas voulu comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'au début j'ai dit, à un moment on va dire de ma carrière de patient et de personnes qui avaient une pathologie, j'ai accepté cette maladie. Alors je ne l'ai pas accepté dans le sens où j'étais heureux d'avoir cette pathologie et j'étais fier de ça, pas du tout. C'est qu'en acceptant d'avoir cette pathologie, qui était donc une sclérose en plaques, j'ai tout simplement compris mon corps. Et ce qu'on disait ce matin sur le corps, j'ai tout simplement dit, à partir de ce moment-là, j'ai une jumelle qui vit avec moi. Et en tant qu'acceptation, qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon processus personnel à moi
pour pouvoir vivre avec cette maladie. C'est-à-dire que si, puisque je suis passé dans tous les états, dans les états d'un sportif qui en outrance a voulu faire du sport à outrance, a voulu faire des fêtes à outrance pour montrer que j'étais plus fort en me disant elle va partir, quand j'ai compris qu'en fait ça ne fonctionnait pas comme ça bien sûr, qu'est-ce que je pouvais mettre en place envers les professionnels de santé, envers mes proches, parce que c'était la première difficulté que j'avais aussi, c'est envers mes proches, leur montrer non pas ma faiblesse, qui est, pour moi au début était une faiblesse de dire je suis malade et je veux que personne ne m'aide. Quand je dis que personne ne m'aide, c'était dans le staff médical, puisque je parle comme ça, c'était les infirmiers, c'était les médecins. Je ne disais rien, tout allait bien, parce que je ne voulais pas d'aide, parce que c'était une faiblesse pour moi, rugbyman, de me faire, enfin, que les gens s'occupent de moi comme ça. Et à partir du moment où j'ai accepté cette maladie, j'ai accepté de vivre avec elle, mais le processus a été complètement inverse. C'est que je me suis rapproché de professionnels qui m'ont aidé, qui m'ont aiguillé, que ce soit des ergothérapeutes, que ce soit des kinés, que ce soit les médecins, les neurologues. Et j'ai trouvé des solutions. Et la chose qui m'a le plus marqué, surtout, c'est que j'ai appris à connaître mon corps. Et on parlait ce matin du corps, justement. Et c'est quelque chose qui est très complexe pour moi et qui a été vraiment un déclic. C'est que je me suis dit, si je dépasse ces limites-là, je sais que mon corps, lui, il ne va pas réussir à suivre. Et c'est la pathologie qui va prendre le dessus. Donc j'ai réussi, avec le travail et le temps, à avoir une vie totalement, on va dire, classique comme tout le monde, que ce soit, puisque je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai 3 petites filles, je vis tout à fait normalement, chose qui était très compliquée au départ, parce que j'ai réussi à comprendre mon corps. Et quand on parlait tout à l'heure, j'ai entendu sur les mots d'acceptation ou quoi que ce soit, pour nous patients, il est très compliqué déjà, quand on revient à l'hôpital, de revoir la personne qui nous a annoncé cette pathologie. Puisque pour nous, il faut savoir que nous, patients, quand on va à l'hôpital, ce n'est pas un lieu qui, pour nous, est signe de juste je vais me faire soigner. C'est juste l'endroit où c'est que on nous a annoncé cette pathologie. Pathologie que l'on connaît, qui n'est pas une entorse ou quelque chose de bénin, qui est quelque chose qu'on va suivre à vie. Donc pour nous, chaque fois qu'on va voir un médecin, il y a plusieurs craintes qui c'est est-ce que je dis vraiment tout ce que j'ai et je me retrouve hospitalisé pour quelques jours parce qu'on va faire des tests, on va regarder des choses sur moi et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Est-ce que je vais changer vraiment? À qui je vais vraiment pouvoir parler? Et la dernière chose qui est marquante en tant que patient, c'est que quand on est hospitalisé, et je ne tire sur personne, je dénigre personne, mais pour nous, on voit passer des fusées tous les jours. Et ce n'est pas méchant ce que je dis, mais quand on est patient, on a besoin d'écoute, de discuter, parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Pour moi, quand j'étais paralysé, allongé, j'avais des phobies, j'avais des rêves. Je me réveillais où j'avais l'impression d'avoir dans le couloir, nu dans le couloir, parce que je ne sentais plus rien. Pour moi, c'était mes rêves, des cauchemars que je faisais. On a besoin d'en parler avec du monde à l'hôpital. Et c'est vrai que pour nous, patients, on voit passer beaucoup de monde très vite. Et je crache sur personne ou je dénigre personne. Et c'est vrai qu'il est important pour ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure, pour des professionnels, je sais que ce n'est pas facile, mais nous, patients, souvent, on ne va pas forcément élaborer, on ne va pas parler de vraiment tout ce qu'on a, puisqu'on va souvent dire que nous, tout va bien. C'est la réponse qu'on aura en général, c'est tout va bien. Mais si vous discutez un petit peu avec les patients et si on rentre un petit peu en discussion avec eux, on s'aperçoit qu'en fait, tout ne va pas très bien. Donc voilà, c'était un peu égoïste que je voulais parler parce que c'est des mots qui m'ont marqué sur notamment le corps et l'acceptation qu'on peut faire de notre corps, puisqu'on s'occupe souvent de l'extérieur et des autres, on s'occupe souvent de ce que pensent les autres, et pas forcément de nous, ce qu'on a à l'intérieur et ce que nous, on ressent quand on est patient ou pas patient. Il n'y a aucun apport. Mais je voulais aussi, en tant que patient, et de la part de beaucoup de patients, remercier toutes les personnes qui sont ici déjà, et tous les gens qui font tous ces efforts pour nous faciliter la vie, pour que l'évolution dans la pathologie, dans les soins se fasse, que ce soit sclérose en plaques ou d'autres maladies. Parce que c'est aussi grâce à vous tous et toutes les personnes qui nous aident qu'il y a le moral qui revient et qu'on est toujours en forme. Et que je pense que j'étais ce week-end à Perpignan et j'ai discuté avec pas mal de patients. Et voilà, il y a beaucoup de patients qui attendent et qui n'osent pas faire forcément le premier pas parce que c'est le côté un petit peu je m'ouvre et je me libère un petit peu et j'accepte justement cette pathologie, alors que beaucoup de personnes ne l'acceptent pas ou ne veulent pas le voir en face ou ne veulent pas imaginer qu'elles ont cette maladie. Et l'important, c'est que vous, professionnels, et les gens à côté de nous, prenez, on va dire, 2-3 minutes de plus pour discuter, comment allez-vous, est-ce que tout va bien, voilà.
C'est vraiment important pour nous parce que c'est vraiment quelque chose qui, nous, comme je vous dis, moi le premier, si vous venez me voir, vous allez me dire comment ça va. Ça va, tout va bien. Et si on discute un petit peu avec moi après, petit à petit, je vais vous dire que oui, effectivement, j'ai insensibilité au niveau des mains, j'ai énormément de fatigue, la sclérose en plaques, je suis très fatigué. Quand je vais en réunion, je préviens la personne que si je baille 200 fois dans l'heure, c'est pas parce que je suis sorti la veille ou que j'ai fait la fête ou que je m'ennuie. C'est que la maladie est là. Vous voyez, donc il y a plein de signes, si on parle un petit peu avec moi ou d'autres patients, que vous allez réussir à découvrir et que ça, vous pourrez peut-être trouver d'autres solutions. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Alors, voilà, moi, ce que je retiens, enfin, une des choses que je retiens, c'est que la raison dans Soyez raisonnable, elle n'est pas forcément entendue comme répressive, comme interdisant de faire certaines choses, mais elle peut être au contraire une faculté qui permet d'accepter une limite pour se laisser justement un espace de vie. C'est ce que vous avez expliqué avec le rugby. Voilà. Donc c'est une des choses que je retiens, mais je suis sûr que vous en avez retenu beaucoup d'autres. Et je vais laisser tout de suite la parole à Christophe Arbus pour la troisième intervention. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir permis de discuter avec vous de cette question d'être raisonnable. Alors, en préparant cette discussion, cette table ronde, quelques mots me sont venus à l'esprit. Bien sûr, raison. Qu'est-ce que c'est que la raison? Et en réfléchissant sur ce qu'était la raison, eh bien, on ne peut s'empêcher, en tout cas je n'ai pu m'empêcher d'évoluer vers le terme de discernement, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir justement raisonner et comprendre ce qui nous entoure. Et de ce terme de discernement, eh bien, j'ai lentement glissé vers la notion de consentement. Pourquoi cette notion de consentement? Parce que, effectivement, on ne peut consentir, et quand on nous demande d'être raisonnable, c'est qu'on nous demande finalement, qu'on demande au patient de consentir à quelque chose qu'on lui propose. Et on ne comprend pas quand il y a un refus, on en a parlé, ça nous renvoie à peut-être une réalité que l'on ne veut pas voir, parce que ce n'est pas la nôtre, on en a parlé. Mais je comprends aussi, en ayant écouté monsieur, que cette histoire de consentement peut aussi nous amener au terme de compréhension, c'est-à-dire de comprendre cette réalité que nous expose l'autre, comprendre un refus finalement, et que pour comprendre il faut du temps, bien sûr il faut du temps, et que je crois que vous avez raison. Ce temps-là, souvent on a tendance à le négliger un petit peu. Donc raison, discernement, hein, c'est-à-dire quelles sont les facultés de jugement d'une personne, de discernement, d'autodétermination et finalement d'expression de sa volonté. Et je crois que c'est très important parce que quand quelqu'un ne consent pas, la première question que l'on se pose, c'est de se dire, eh bien, est-ce que ce non-consentement est valable? Tout de suite, on se dit, voilà, et parce qu'il n'est pas valable, parce qu'il serait invalide, non valable, ou parce il serait valable, eh bien, ça oriente notre décision d'emblée. Et donc, on a cette approche binaire, hein, de oui, c'est valable, ce non est valable, ou ce non n'est pas valable. Et si ce non n'est pas valable, eh bien, je n'entends pas le refus de ce patient. Et je crois que la question la plus difficile dans cette approche-là, c'est d'arriver à évaluer la validité de ce non. Et je crois qu'il faut sortir de cette approche binaire en disant oui ou non. Et je crois qu'il y a des aptitudes, et on est plus ou moins apte à consentir, et je crois que pour les maladies neurodégénératives, cette notion de continuum entre une aptitude totale et puis une inaptitude totale, eh bien, il y a toute une série de situations qui sont finalement très très compliquées à évaluer. J'y reviendrai. C'est important parce que le consentement, c'est un principe absolu.
et notamment en médecine, on a le droit on ne peut rien faire sans que le patient ne puisse consentir, et donc c'est primordial à mes yeux de pouvoir évaluer cette capacité à consentir, et donc de s'attacher à ce que c'est que le discernement de cette personne que nous avons en face de nous, et donc de savoir si, oui, il a les capacités, plus ou moins les capacités d'être raisonnable, comme nous l'entendrions nous. Alors je me suis aidé pour la réflexion autour de ce consentement d'un avis qui a été émis le 10 juillet 2015, un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et qui a proposé un avis sur le consentement des personnes vulnérables. Donc il y a un principe à l'heure actuelle, et qui est partagé par tous, et notamment par vous tous qui êtes ici, c'est que eh bien, il faut respecter, bien sûr, l'autonomie de la personne vulnérable, et même si on souhaite les protéger, et je fais allusion ici aux mesures de protection juridique, eh bien, malgré cette protection et cette nécessité de protection juridique, par exemple, eh bien, il faut respecter l'autonomie de ces patients et respecter leur volonté. Il y a eu une réforme de ce régime de protection juridique en 2007. Les travaux ont commencé bien sûr bien avant, et le législateur a souhaité finalement se mettre en accord avec le droit international, et notamment le droit européen, et notamment une recommandation qui datait de 1999 du Conseil de l'Europe, qui disait que même sous protection juridique, eh bien, il faut que le malade puisse exprimer sa volonté, et que toute décision à caractère personnel, et ça c'est très très important, nous avons dans la vie civile et la vie civique des décisions personnelles à prendre, et par exemple des décisions qui sont intimement personnelles, c'est les décisions concernant notre santé, ce sont les décisions aussi concernant le choix de notre lieu de vie. Ce sont des décisions intimement personnelles, et bien qu'il va falloir respecter jusqu'au bout, en tout cas jusqu'à ce que l'état de malade ne puisse plus nous permettre de les respecter. C'est ce que dit le Conseil de l'Europe. Dans la mesure où sa capacité le lui permet, eh bien, il faut respecter cette liberté de choix. Et on va jusqu'à respecter, le principe, c'est de respecter la liberté de choix, même pour des patients qui sont sous tutelle. Donc le degré ultime de protection juridique. Et c'est vrai que pour ces malades vulnérables ou ces malades protégés sur le plan juridique, eh bien, on a tendance trop souvent à éluder leur consentement, à éluder leur refus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cherché peut-être à le comprendre avec précision. Alors le consentement, c'est une manifestation de la volonté, on l'a bien compris, c'est-à-dire que c'est le passage d'une délibération qui est intime, qui est interne à notre propre conscience. Nous allons délibérer avec nous-mêmes pour pouvoir décider de suivre ou pas les préconisations que l'on nous propose, par exemple les préconisations d'un médecin. Donc il y a d'un côté la volonté, notre propre volonté, et puis après, il y a l'acte de consentir, qui est finalement un acte de décision qui est beaucoup plus réduit que la volonté en elle-même. Et finalement, quand on cherche le consentement de quelqu'un, on cherche sa plus forte adhésion, la plus forte adhésion possible à une proposition. Et je crois qu'il est important de dire que cette adhésion, certes, il faut qu'elle soit la plus forte possible, mais il n'est pas obligatoire qu'elle soit totale, parce que il peut consentir, il ne peut pas consentir, mais est-ce qu'il adhère déjà à ce qu'on peut lui proposer ? Ce terme d'adhésion n'est pas tout à fait la même chose que le terme de consentement, et déjà de s'attacher à rechercher l'adhésion et le niveau d'adhésion d'un patient, et notamment d'une personne vulnérable, ça me paraît être très important. Et donc on se pose tout de suite la question, quand on a cette démarche-là, de savoir si ce refus, il est libre et éclairé par l'information. Alors, j'ai parlé du terme de vulnérabilité, et il est clair que le consentement des personnes vulnérables ou le non-consentement des personnes vulnérables nous pose question, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on s'attache à savoir si ce refus
peut être valable. Et c'est vrai que les difficultés surviennent lorsque la personne n'est pas en pleine possession de ses moyens. Et c'est le cas pour les personnes âgées vulnérables, et notamment celles qui présentent des maladies neurodégénératives. Euh, Est-ce qu'il est autonome? Dans quelle mesure est-il autonome? Et on voit que cette notion de vulnérabilité progressivement se détache progressivement de cette notion d'incapacité. Je suis capable, je suis incapable, hein, cette vision un petit peu binaire de cette capacité, et progressivement, et c'est ce que l'on retrouve dans la loi du 5 mars 2007 sur les protections juridiques, on arrive à cette notion de consentement gradué, c'est-à-dire que eh bien, une personne, même une personne qui est sous tutelle, donc qui est censée être représentée, totalement représentée pour tous les actes de la vie civile et de la vie civique, eh bien, cette personne, elle ne pourra être, d'abord, elle pourra donner son avis, si son état le lui permet, pour des décisions personnelles. Si elle ne peut pas donner son avis, elle pourra être assistée dans cet avis, alors qu'elle est sous tutelle. Et puis, en dernier lieu, alors, si vraiment son état ne le lui permet plus, eh bien, elle sera alors représentée, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre prendra la décision pour elle. Donc, on voit bien que on s'attache aujourd'hui à respecter le plus longtemps possible la volonté des patients, même ceux qui seraient très vulnérables. Et pour la respecter, cette volonté, eh bien, il va falloir l'évaluer. Donc, il faut faire évoluer, je pense, nos pratiques, en gardant en tête un principe, c'est le respect de l'autonomie de la personne vulnérable, de sa volonté. Donc il va falloir qu'il y ait une évaluation très précise de cette autonomie de la volonté. Et ça, c'est très compliqué parce que nos seuls outils neuropsychologiques ne suffisent pas à évaluer avec précision cette autonomie de volonté. Je crois qu'on touche à des notions, à des capacités intellectuelles qui sont beaucoup plus complexes qu'une simple mémoire épisodique ou une simple gnosie ou praxie ou même fonction exécutive. On est bien au-delà en termes de complexité de la fonction intellectuelle. Et finalement, on va se poser la question de savoir si cette personne vulnérable peut être suffisamment éclairée. A-t-on pris le temps de suffisamment lui expliquer pour qu'elle puisse consentir? Il faut donc qu'il y ait un dialogue. Alors, on a la possibilité, pour faire évoluer nos pratiques, eh bien, de penser à anticiper le respect des volontés de la personne vulnérable. Et dans ce cas-là, on peut anticiper son recueil. Et vous savez que maintenant, il y a des outils juridiques qui me semblent être très importants pour permettre à des personnes d'être raisonnables le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'ils l'étaient, peut-être qu'ils l'étaient plus, parce qu'ils avaient moins de déraison, parce qu'ils n'avaient pas cette maladie neurodégénérative. C'est le mandat de protection future, c'est la personne de confiance, ce sont les directives anticipées. Et pour les patients qui ne seront pas protégés sur le plan juridique, parce qu'il y en a beaucoup de personnes âgées vulnérables qui sont vulnérables mais qui ne sont pas protégées, eh bien, il va y avoir le nécessaire accompagnement finalement dans cette décision. Et plutôt que de parler de consentement d'une personne, oui, non, eh bien, on pourra peut-être évoquer, et c'est ce que nous dit cette commission, l'évolution vers un consentement mutuel, c'est-à-dire un consentement qui puisse être assisté, et plus qu'un consentement, peut-être une adhésion, je le disais, et encore plus qu'une adhésion, un assentiment. Est-ce que la personne est un assentiment par rapport à ce qu'on peut lui proposer? Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette question d'être raisonnable. Bon, merci beaucoup. Alors, ce que je retiens d'abord en premier lieu, c'est la pertinence d'une observation que vous avez faite, c'est-à-dire que le consentement peut être, alors il ne l'est sans doute pas toujours, mais il peut être une façon de délimiter d'emblée le champ du raisonnable, hein, de dire et de faire tomber dans le déraisonnable d'emblée un certain nombre d'options possibles, puisqu'on propose un certain nombre de possibilités qui sont des possibilités raisonnables. Voilà. Donc ça peut être un outil, contrairement à ce qu'on pense, de réduction des libertés. Voilà. Bon, ça c'était pour la partie un peu peut-être provocatrice, mais il y a aussi une remarque que je voudrais faire, c'est la notion d'assentiment, que je ne sais pas si vous l'avez évoquée, c'est-à-dire pour les personnes qui ne peuvent pas exprimer un consentement clairement interprétable, du moins. Il y a aussi cette notion d'assentiment qui nous enjoint à être attentifs à des formes d'expression qui peuvent être des gestes,
qui ne passe pas par le langage. Voilà. Et du coup, ça me conduit à une question, mais vous pourrez y répondre aussi plus tard, qui est est-ce que la mesure de la capacité à consentir est possible? C'est-à-dire, finalement, puisque si il y a toujours des signes qui peuvent exprimer une volonté, un désir, dans quelle mesure on peut vraiment mesurer? Est-ce qu'il ne faut pas être très prudent sur ces outils de mesure? Donc voilà, est-ce que ce n'est pas parfois notre inaptitude à comprendre la rationalité de l'autre qui nous oriente vers ces mesures voilà, de la capacité à consentir? Je laisse la parole à Catherine Olivet. Alors, vous savez, c'est bien compliqué ce sujet. J'ai plutôt envie de vous donner l'envie de vous poser des questions, bien plus que de vous donner des réponses que j'en ai pas. Alors, on a tous bien compris que quand on dit soyez raisonnable, quand un professionnel, un médecin, un juge dit soyez raisonnable, la fille, le mari, etc., n'importe qui dit soyez raisonnable, le vrai mot c'est ne soyez plus déraisonnable, c'est-à-dire qu'on a déjà avant déjà évalué que la déraison venait. Et donc ne soyez pas déraisonnable. J'aimerais vous inviter à cesser de la voir comme un tout ou rien, comme un noir et blanc, comme un total et complet. C'est-à-dire, regardez, dans nos vraies vies, il y a des enfants, à l'âge de 12 ans, ils sont déjà allés au moins 4 fois aux urgences pour une arcade sourcilière fendue, un bras cassé, etc. Parce qu'ils sont intrinsèquement impulsifs, déraisonnables. Sois raisonnable, arrête de courir comme un fou avec ton vélo, dit la mère. Ce patient déraisonnable qui ne veut pas retourner à l'hôpital parce que c'est là où on l'a diagnostiqué. Et on voudrait le suivre là, et le lieu est déraisonnable pour lui. Bon, c'est déraisonnable que ça, ce monsieur rugbyman, même reptilien, moi je l'ai trouvé... extrêmement raisonnable. Voilà, c'est simplement pour vous inviter à vous interroger pour savoir en quoi est-ce que cela me paraît à moi déraisonnable. Pour celles et ceux qui étaient éventuellement courageux hier soir dans le film magnifique qu'on a vu et lourd à porter, regardez voir, si Lily avait dit je veux aller au marché, personne n'aurait trouvé ça déraisonnable. Au contraire, on en aurait fait un sujet d'animation pour l'EHPAD et on serait allé bras dessous avec une auxiliaire de vie à 5 ou 6 faire un tour au marché. Mais voilà, dis pas que Lily veut aller à Paris. Et donc là, ça devient un but déraisonnable, parce qu'effectivement, il faut évaluer les risques, les responsabilités, les conséquences. Elle va se perdre, elle ne connaît pas le métro parisien, il ne faut pas qu'elle loupe son train, il faut qu'arrivée à la gare, elle sache où aller, où coucher, etc., etc. Et là, elle devient déraisonnable. Donc vous voyez bien que la déraison, c'est extrêmement plus nuancé qu'on voudrait le croire. Ce qui est déraisonnable, ce qui est raisonnable à domicile. Alors je vais envoyer quelques griffes aux financeurs. À domicile, on trouve extrêmement normal qu'une personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer en GIR 2, vous savez ce mot 6 si merveilleux de l'évaluation, le girage. Le girage 2 à domicile vous permet d'obtenir 6 heures par jour d'auxiliaire de vie. Ce qui veut dire que vous êtes seul et archi seul 24 moins 6. C'est les tests du neuropsychologue pour savoir si vous savez décompter. Ça veut dire qu'on considère que vous pouvez parfaitement rester tout seul chez vous autant d'heures par 24 heures. Si vous n'avez pas un conjoint aimant qui reste là ou une fille aimante qui chaque soir vient passer la nuit avec vous en laissant son mari et ses enfants. Donc
on considère que c'est raisonnable de ne donner que 6 heures par 24 heures d'auxiliaire de vie. Alors qu'en institution, on va considérer qu'il faut quelqu'un 24 heures sur 24. Ce qui deviendra déraisonnable, c'est de penser qu'une aide-soignante suffit pour 80 personnes. Donc vous voyez comme la déraison et la raison sont des phénomènes incroyablement fluctuants selon la position où l'on est. Aller au marché pour Lily n'est pas déraisonnable puisqu'elle part se promener, vous avez remarqué dans le film. Pourtant, une institution, une autre va la considérer comme totalement déraisonnable parce qu'elle risquerait de se perdre et que si elle se perdait, qu'elle ne retrouvait pas l'institution pour rentrer 1 heure après, les enfants pourraient m'attaquer pour mise en danger. Donc sortir et aller au marché devient à ce moment-là déraisonnable. La fille aimante, je sais que sa maman aime sortir l'après-midi de son EHPAD pour aller chez le pâtissier manger une religieuse au café. Ça, c'est, retenez bien, quand je serai Alzheimer, il faudra me laisser aller chez le pâtissier manger une religieuse au café. Mais voilà, dit pas que la ville fait des travaux dans la rue et qu'il y a des trous, des plaies, des bosses et des barrières parce qu'il y a des trous. Et tout d'un coup, la fille dit, il faut interdire à maman de sortir parce qu'elle va tomber. Elle a peur de la douleur de sa mère, elle a peur de l'accident de sa mère, elle a peur de l'opération de sa mère, elle a peur de la mort de sa mère. Et parce qu'il y a des travaux, il ne faudrait plus qu'elle ait le droit d'aller chez le pâtissier manger une religieuse au café. Donc vous voyez bien comme cette notion de raisonnable ou de déraisonnable est incroyablement variable selon les personnes. L'extrême danger, c'est dès qu'il y a cet étiquetage de déficit cognitif, des raisons démence, tout ce qu'on va choisir va devenir déraisonnable. Alors que si c'est monsieur Rugbyman avec son cerveau reptilien, ce sera considéré comme raisonnable. Parce que lui, il n'a pas une étiquette de démence. D'accord ? Donc vous voyez comme tout cela pose bien plus de questions que ça ne trouve de réponse. Et que cette notion de raisonnable, déraisonnable ne peut être que étroitement questionner, sans toujours trouver la réponse, par rapport à la notion jumelle qui est la notion de la responsabilité. Suis-je en droit de la laisser prendre des risques ? Regardez encore avec Lily hier soir, le voisin d'en face, qui lui a une pathologie physique, pas une pathologie cognitive qui a toute sa tête. Lui, il a bien évalué que partir avec Lily à Paris n'était pas très raisonnable. Mais moi, je me suis demandé en regardant le film, est-ce que c'est parce qu'il considère que c'est déraisonnable ou est-ce parce qu'en réalité, son rêve n'a jamais été d'aller à Paris ? Il lui a dit oui pour lui faire plaisir. D'ailleurs, vous savez, dans le film, vous avez entendu, il y a un moment, il dit on ira à Istanbul. En fait, il a peut-être été raisonnable uniquement parce que Paris n'était pas son rêve. Mais c'était le rêve de Lily. Donc, vous voyez comme tout cela ouvre ce mot raison et déraison et refus et consentement, etc. Ça ouvre une masse d'interrogations parce qu'en réalité, c'est atrocement fluctuant selon le moment, selon le jour, selon le sujet, selon la cause. Et que je n'ai pas la réponse. Absolument pas la réponse, à part qu'une seule certitude. Si vous rentrez que dans des schémas, des déroulés, des protocoles, sans jamais vous interroger, vous, prochainement, comme professionnel, vous risquez fort de toujours être à côté de la plaque. Vous risquez fort, avec votre raison, d'entraîner des causes parfaitement et des conséquences parfaitement déraisonnables. La suprême des raisons étant de ne plus trouver de sens à la vie, de ne plus de trouver de sens de vivre sa vie, et à ce moment-là, de préférer quitter sa vie. Alors,
si j'avais envie de vous offrir une seule question, c'est posez-vous la question. Où se trouve la raison? Et alors, pour vous montrer que la raison n'est pas toujours où l'on croit, officiellement, je n'ai pas encore commencé ma maladie d'Alzheimer, officiellement en tout cas, mais compte tenu de mes antécédents, de mon âge et des statistiques de la médecine prédictive, il me paraît raisonnable de vous dire d'avance ma seule directive anticipée et qui est la même depuis 17 ans. C'est vous dire, c'est que même si j'ai une forme encore hyper précoce de la maladie, encore un peu passée inaperçue, quoique, il y a 17 ans, en principe, je ne l'avais pas, hein, raisonnablement. Et j'ai la même directive anticipée depuis 17 ans. Et lorsque je vais être Alzheimer, j'espère de tout cœur que dans cette salle, il restera une personne pour se faire le témoin de ma directive, telle que la loi nous le demande. Figurez-vous que j'ai un fils qui est le papa d'une jeune, délicieuse petite fille de 17 ans, Ariane. Mais il est aussi le père d'Ariane la fusée. Et savez-vous quelle directive anticipée je lui ai donnée il y a 17 ans? Je lui dis, voilà, j'aimerais que tu me mettes quelques cheveux dans une capsule en acier adéquate. Tu me glisses comme passager clandestin dans la tête de ton Ariane. Mais il faut que ma petite capsule, elle envoie des bip-bip, parce que je suis une femme moderne, je suis Terry Santé, l'outil trajectoire, le big data et la mutualisation des données personnelles. Donc, je veux que tu me programmes ma petite gélule là en acier, que tu me la programmes pour qu'elle envoie régulièrement des bip-bip parfaitement identifiables et qui ne soient qu'à moi destinés, de façon à ce que quand je serai morte, mes petits-enfants et peut-être, si Dieu le veut, mes arrière-petits-enfants soient prévenus que je passe dans le ciel et qu'ils lèvent les yeux et que là, ils disent « Ah, tiens, c'est bonne maman qui passe ». Alors, en quoi cela... En quoi cela me paraît raisonnable? Je pense que c'est la question que je vais retenir c'est-à-dire vraiment voilà, vous partagez avec Fabrice quand même un credo commun pour cette table ronde qui est que avant de juger la raisonnabilité ou la raison de l'autre, je dois d'abord me demander, c'est très chrétien, je dois d'abord me demander si je suis moi-même raisonnable, c'est-à-dire faire un examen de conscience. Où se trouve la raison? Voilà, c'est cet examen que je dois faire et qui est donc le premier pas vers la discussion avec l'autre. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quand même un constat partagé par vous quatre, qui est que quand même le déficit de dialogue, un déficit de regard sur soi, qui laisse penser et qui nous laisse voilà, dirigé par certaines conceptions du raisonnable. Voilà, Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir les uns aux autres à vos interventions, peut-être. Est-ce que vous avez des points qui vous semblent importants? J'ai encore la tête dans les étoiles. Peut-être juste une remarque sur le fait que le côté baroque de la directive anticipée de Catherine, c'est que... Non, baroque de notre point de vue d'une rationalité étroite, je veux dire. Oui.
c'est baroque en tout cas au regard du droit, puisque les directives anticipées qu'on nous propose, ce sont toujours des directives anticipées négatives. Je ne veux pas avoir des soins. Or, cette directive-là, c'est une directive positive au sens où c'est une attente. Et on l'a vu aussi dans l'intervention sur le consentement. Le consentement, c'est toujours un consentement à quelque chose qui m'est proposé. Ce n'est pas quelque chose dont je suis moi-même l'initiative. Et peut-être que c'est ça qu'on avait envie de faire passer dans cette table ronde, c'est que c'est une chose de demander leur avis aux personnes sur les sujets qui nous intéressent et les questions qui nous préoccupent, mais ça a peut-être un intérêt encore supérieur de les écouter sur ce qu'elles ont à nous dire, sur des questions qu'on ne leur a pas posées et sur leurs attentes et pas simplement sur ce que nous essayons de définir comme leurs besoins. Tu serais d'accord ? Moi, ça me plaît bien, mais ça ne va pas étonner grand monde que Fabrice et moi, on ait des communions d'esprit. Je crois que avant de proposer, avant qu'une société, par la loi, par le protocole de recueillir l'accord éclairé du patient pour participer à un projet de recherche médicale, par exemple, enfin, avant d'en être au stade de la proposition, il conviendrait quand même d'abord de s'interroger pour cette personne-là, qui, quelle que soit la maladie, j'insiste, quelle que soit la maladie, que ce soit une maladie provisoire dont on va guérir, ou une maladie, si j'ose dire, définitive, puisqu'elle est chronique et qu'on ne sait pas la guérir ou qu'on ne sait pas encore la guérir, selon qu'on est cartésien ou pas, la première des choses, c'est quels sont vos essentiels. Quels sont vos essentiels à vous ? Dans le cadre du cancer, soyez raisonnables, acceptez cette 4e ligne de chimio parce que statistiquement, nous savons que ça va vous permettre de vivre 3 mois de plus. Avant de le proposer, a-t-on entendu quel était son essentiel ? Vivre 3 mois de plus avec de tels désordres qu'il ne lui sera pas possible de vivre en lien avec ceux qu'il aime ou vivre peut-être avec 3 mois de moins, mais de vivre ses essentiels pendant le temps qui lui reste à vivre. Qu'est-ce qui est plus important dans vos essentiels ? Et chacun d'entre nous a des essentiels différents. Pour Lily, alors, vous savez, les choix de vie, tout simplement reprendre les choix de vie. Est-ce qu'il est essentiel à 50 ans de tomber amoureux d'une... Est-ce que c'est raisonnable, essentiel de tomber amoureux à 50 ans d'une jeune femme de 25 ? J'en sais rien, moi. En tout cas, je n'ai pas 50 ans, je ne suis pas homme, mais voilà. Mais vous comprenez ce que j'essaye de vous dire ? Quel est votre essentiel du raisonnable à vous, le vôtre ? Votre limite de l'essentiel. Quelle est la chose pour laquelle c'est un noyau dur incontournable, non négociable ? Est-ce que Lily est tombée amoureuse de l'homme de la chambre d'en face parce que parce qu'elle a envie de tomber amoureuse, parce que dans sa mémoire malade, elle a 20 ans et qu'à 20 ans, c'est normal de tomber amoureux, ou si on ne tombe pas amoureux, c'est qu'on est quand même très malheureux. Ou est-ce que c'est tout simplement parce que visiblement, elle a été mariée pendant très longtemps à un mari peu proche, elle le dit elle-même, et qui se retrouve en plus de ça assignée à un mari statufié. Est-ce qu'elle tombe amoureuse du voisin d'en face parce que ça la change de ce qu'elle a vécu depuis 50 ans, ou c'est simplement parce qu'elle a 20 ans et qu'elle est tombée amoureuse, ou c'est simplement pour servir son projet d'aller à Paris? Donc vous voyez comme ce qui est raisonnable de l'un n'est pas raisonnable pour l'autre. Moi, j'ai jamais aimé les voyages, jamais. Donc vous me proposez d'aller à Toulouse, c'est parce que j'ai un immense respect et beaucoup d'amitié pour Emmanuel que j'ai accepté d'aller à Toulouse. Toulouse, c'est la Perse pour moi.
mais j'ai envie d'aller dans l'espace. Voilà, on va s'orienter vers la conclusion, mais je vais donner la parole pour 2 mots de conclusion. Voilà. Donc, pour rester raisonnable, à ce que vous avez dit tout à l'heure, non, je pense qu'il est, il est raisonnable autant pour nous, patients, donc, comme je disais tout à l'heure, de discuter avec vous et d'échanger avec vous, mais il est vraiment raisonnable pour les professionnels de prendre ce petit laps de temps, comme on disait tout à l'heure, qui va être très court pour le patient et très long pour vous, puisque avec le temps, l'emploi du temps que vous avez, mais ce laps de temps très court que vous allez utiliser pour nous, il va être très long pour notre esprit. Alors, je ne sais pas si je pourrais ajouter quelque chose de plus, mais c'est vrai que cette nécessaire compréhension de ce que l'on est par rapport à l'autre, ce que l'autre est par rapport à soi, etc., je crois que c'est indispensable pour la compréhension de la décision. Alors cette décision, je crois que ce temps dont vous parlez depuis tout à l'heure, alors on peut partir sur ces histoires de manque de moyens, etc., effectivement, une seule aide-soignante pour 80 personnes, et on est obligé de proposer à des gens de les mettre dans des catégories parce qu'on a une structure qui répond à telle catégorie, mais toutes ces personnes-là qui sont dans cette structure, elles ne sont pas de la même catégorie du tout, parce qu'elles sont toutes différentes, et il faut s'intéresser à chacune d'elles. Ça prend beaucoup de temps, attend les moyens. En tout cas, il faut toujours avoir ça à l'esprit pour effectivement accepter que peut-être les gens ne soient pas raisonnables, justement, et qu'ils puissent le rester le plus longtemps possible, non raisonnables. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie beaucoup les participants à la table ronde. Juste un mot de conclusion. En fait, on a écarté, il y a plusieurs figures du raisonnable finalement. Hein. C'est un peu aussi ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire, on a bien compris que le raisonnable, c'était pas le socialement acceptable déjà. Hein. Bon, je pense que Catherine Olivelle a bien montré à travers de multiples exemples qu'il y a une relativité du raisonnable, mais on peut aussi concevoir que le raisonnable, c'est ce qu'on a des raisons de faire. Dans ce cas-là, le raisonnable, c'est le rationnel. Voilà. Mais on peut aussi concevoir que le raisonnable, c'est ce qui est le produit d'une discussion. Hein, ça, c'est encore une autre conception philosophique, hein, notamment développée par Habermas, hein, le philosophe allemand. Voilà. Je vous remercie tous. Merci aux participants.